Dans la zone, épisode 13, le podcast hebdomadaire de Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM. Voilà, on est tous de bonne humeur, j'entends les rires de Ilian. Voilà, on est sur YouTube et on est partout d'ailleurs aussi. On est sur, YouTube, on est sur Twitter, on est sur TikTok, on est sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller follow, Massilia Zone. Comme j'ai dit, c'est le 13e épisode et comme souvent, voilà, on va naviguer entre des débats, des sujets, divers et variés. On aura Samy qui va nous donner son avis sur notre gardien de but. Donc au menu cette semaine, Rabiot ou Greenwood, qui serait le meilleur Olympien selon vous? Jonathan David à l'OM, est-ce que vous signez ou vous ne prenez pas? Samy vide son sac donc sur, Jérôme Rouli, on ne sait pas encore si c'est positif ou négatif. On verra bien. Et si tout s'écroulait en fin de saison, est-ce que vous stressez ou faites, vous la jouez sans pression? Et surtout, peut-on survivre à un PSG champion d'Europe? Voilà, moi j'ai déjà ma réponse et en bonus, on revient sur le départ, d'Amar Dedić qui retourne tranquillement à Salzbourg cet été après, 6 mois, remarqués ou non, ça je ne sais pas, vous allez me le dire, mais, en tout cas voilà, il repart. Donc installez-vous bien, vous êtes dans la zone Un et beau on va programme, commencer un franchement. très beau programme, hein. On va commencer avec l'élection de l'Olympien de la saison. L'Olympique de Marseille a annoncé sur ses réseaux sociaux que 2 Olympiens avaient été sélectionnés. Il y en a que 2. Bon, d'habitude, je sais pas combien il y en a, mais là, il y en a que 2. Donc, voilà, c'est Rabiot et Greenwood. Moi, j'ai très vite fait mon choix parce que, il y en a un qui fait beaucoup plus l'unanimité que l'autre. Je vais pas spoiler, mais, je pense qu'on sait tous de qui je parle. Samy, toi, entre Rabiot et Greenwood, est-ce que tu peux, essayer de faire une synthèse, des 2 saisons de chacun très rapidement et dire qui tu choisirais? En tout cas, comment toi tu vois les 2 saisons? Comment tu les as vues? Leur contexte en tout cas. Globalement, ça reste 2 saisons, satisfaisantes. Je pense que les 2 ont réussi leur saison, avec bien sûr des trajectoires, différentes. Greenwood a commencé très, très fort, puis, a connu un espèce de plateau et même à un moment, il est quand même sorti du 11, sur 2 matchs et quand même dont un classico, donc c'est pas rien. Rabiot est arrivé un peu diminué, donc forcément, il a commencé comme il le fait souvent en mode un peu diesel et il est monté en puissance, tout au long de la saison jusqu'à devenir un indéboulonnable, et qui ne sortait même pas, que ça soit du 11, mais encore plus dans les matchs, c'est le joueur qui sortait, qui était jamais remplacé. Mais finalement, voilà, ça reste quand même 2 saisons, satisfaisantes, même si pour moi la saison de Rabiot est nettement meilleure que celle de Greenwood. Rabiot, ça a été la boussole en fait de cet OM, ça a été la température. Ça a été un peu celui qui faisait la pluie et le beau temps, parce que quand Rabiot était bon, l'OM n'avait rien à craindre. Mais quand Rabiot était un peu plus moyen, souvent l'OM allait un peu dans le mur. Mais voilà, ce qu'on a vu de la part de Rabiot cette saison, c'était ce qu'on attendait d'un joueur de son calibre, tant sur le terrain que dans l'attitude. Il a vraiment, tout au long de la saison, transpiré ce côté, on veut la Ligue des Champions. Je pense que c'est le joueur qui a Ouais. incarné le plus cette ambition-là. Et on l'a vu dernièrement quand il y a eu cette mini-crise. Donc voilà. Tu choisis, Rabiot, si on comprend bien, tu as été plus, élogieux envers Rabiot. Bah, moi, je vais enchaîner donc de gauche à droite, je vais dire, Rabiot, sans faire, la synthèse, que vient de faire, Samy parce que de toute façon, je pense qu'on a tous de meilleurs souvenirs de Rabiot juste par, son leadership, hein, voilà, il a emmené tout un collectif, vers, la Ligue des Champions voilà, il y a il y a un petit caméo du pote d'Ilian, en fond. Il essaye de cacher tu essayes de le cacher, c'est incroyable. Non, mais Rabiot avait un leadership incroyable et Greenwood, il y a eu des problèmes de comportement et d'investissement donc évidemment, je pense que tout le monde, va être unanime pour, Rabiot. Ilian, est-ce que tu fais le même constat? Et si tu veux demander à ton pote aussi, c'est son avis. Non, non, lui, il aura pas un très bon avis, c'est un supporter de la GIA. Ah, le boy n'est pas perdu le boy n'est pas pertinent du tout là. Pas du tout, non. Non, non, bah, je suis d'accord avec l'argumentation de Samy. Je relèverais juste, les 3 premiers mois de Greenwood qui nous ont fait penser qu'on avait même le meilleur joueur du championnat peut-être. Planète. À ce moment-là, tu avais pas le Dembélé de 2025 et c'était soi-disant, Barcola son concurrent, donc il faut aussi, remettre les choses dans leur contexte et une saison, c'est assez long, mais ça peut aussi aller très, très vite.
Et puis sur ces 3 premiers mois, Greenwood, il te fait les points, il est très décisif et comme l'a très bien dit Samy, après de toute façon, Rabiot est un diesel et sur le long terme, il a incarné, la volonté d'aller en Ligue des Champions pour notre équipe. Moi, je relèverais juste, après c'est le club qui a décidé d'élire Rabiot, Greenwood. Je mettrais quand même, Rouli dans cette équation parce que c'est l'homme de ta première partie de saison et que bien que, je l'ai trouvé moins flamboyant sur cette deuxième partie. Il t'a quand même ramené des points, il t'a quand même sauvé plus d'une fois et moi, si je devais le mettre enfin, je le mets dans le débat. C'est-à-dire que Ouais. j'en fais peut-être pas mon numéro un. Je garde aussi Rabiot, mais l'éclipsé comme ça, lui a toujours été présent, contrairement à Greenwood, par exemple, qu'on a pu mettre sur le banc. Voilà. Moi, je suis d'accord, hein, Samy, je sais pas ce que tu en penses, mais franchement, il y aurait eu au moins enfin, Rouli aurait mérité le fait qu'on mette un top 3. Je pense que ça aurait été, cohérent de mettre Rabiot, Greenwood et Rouli, comme Ilian l'a dit. Je sais pas ce que tu en penses et est-ce que tu vois un autre Olympien d'ailleurs que Rouli, pourquoi pas faire un top 4, top 5, pour que le sondage, soit plus complet? Oui, oui, Rouli a tout à fait sa place. Tu fais bien de le relever, Ilian. Et même moi, je vais peut-être aller un peu plus loin. Pour moi, si on doit faire un top 3, celui que je mettrais en troisième position, ça serait pas Rouli, ça serait plutôt Greenwood. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Rouli, c'est celui qui t'a fait gagner des points, qui t'a laissé en vie sur certains matchs où, si tu prenais le but, bah, la tournure aurait été différente. Après, pour ta question, Tino, un top 4. Il y a des joueurs avec des mentions honorables. On peut penser à Amir Bouriot, on peut penser aussi à Balerdi. Même Balerdi, je pense qu'il a sa place dans un top 3. Mais de là à en faire Biel, le non? meilleur joueur de la saison, je pense que ça serait peut-être un peu trop tiré par les cheveux. Ouais. Tant pour moi, par exemple, Rabiot est à des années-lumière. Euh, mais ça s'entend. Honnêtement, ça s'entend. Mais moi, le seul bémol que j'ai avec Greenwood, et je l'avais dit dans un précédent DLZ, c'est que je trouve que finalement, il fait la saison un peu qu'on attendait de lui. Euh, mais moi, là où je suis un peu dérangé, c'est que je trouve que quand on fait le focus sur ses stats, il y a certes beaucoup de buts, et ça, on ne peut pas lui enlever, mais je trouve qu'il y a un trop gros gap entre le nombre de buts et le nombre de passes décisives. Et ça représente tout ce qu'on a dit et ce qu'on a entendu sur lui cette saison, c'est-à-dire un joueur qui, pour moi, ne travaille pas assez pour le collectif. Alors, cette saison, on a beaucoup mis la lumière sur le travail sans ballon, mais même avec ballon, tu te rends compte qu'il y a une défaillance parce que pour moi, 5 passes décisives pour un joueur de son calibre, c'est trop peu. Et donc pour moi, c'est à mettre à son débit et aussi à Roberto De Zerbi. Je trouve que là où je trouve très bien géré sur le côté management tout son groupe, je trouve qu'il s'est un peu trompé avec Greenwood et qu'il n'a pas su allier avec ce joueur-là le talent et le travail. Et ça s'illustre par cette stat. Il est aujourd'hui à 19 buts pour 5 petites passes décisives. Pour moi, c'est beaucoup trop peu. Ilian, quelque chose à rajouter? On est à 7 minutes sur le sujet. Est-ce que tu veux Non, rajouter quelque non, chose? non, non, c'est assez complet. Je rejoins Samy sur la question. Ouais, c'est une bonne synthèse que tu nous fais là du problème du problème et de la chance qu'on a aussi d'avoir un joueur comme ça et finalement, bah, voilà et pour revenir à la question, Rabiot ou Greenwood, bah, finalement ça fait 3 sur 3 pour, Rabiot. Je pense que la question ne va même pas se poser, qu'il y a même pas de suspense, concernant, ce titre, d'Olympien de l'année, même, indépendamment de Greenwood. Je pense que même si Rabiot avait été face à un joueur, de très grande qualité aussi, je pense que vu la saison de Rabiot, ça enfin, même un joueur sans déboire, hein, je parle de Greenwood ici, mais même un joueur sans déboire, Rabiot aurait pu l'emporter, haut la main, je pense. Pour ou contre Jonathan David, les gars? On a Amine Gouiri depuis 6 mois. Bon, on est d'accord qu'Amine Gouiri cartonne à l'Olympique de Marseille. On a enfin un neuf qui est, extrêmement, efficace et aujourd'hui, on nous parle potentiellement enfin le nom de Jonathan David, l'attaquant lillois, canadien, revient souvent, dans les rumeurs qui concernent, l'Olympique de Marseille pour le prochain mercato, sachant que l'attaquant lillois est libre. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous prenez, Jonathan David et vous prenez le risque donc de déstabiliser un neuf comme Amine Gouiri?
indépendamment du dispositif dans lequel on va pouvoir jouer, hein. Ça se trouve, Jonathan David et Amine Gouiri heu, pourront être associés, mais ça, faudrait en discuter. Est-ce que vous pensez que si on prend Jonathan David, ce serait déstabiliser, Amine Gouiri, Kylian? Bah, de toute façon, si tu prends un autre numéro 9 et que tu joues qu'avec un seul 9, forcément que tu mets enfin, tu installes une forme de concurrence, vis-à-vis de ton titulaire. Maintenant, pour moi et en plus un joueur comme Jonathan David, ça en fait, ça génère beaucoup de questions. Déjà avant tout, Jonathan David, comme tu as dit, il est libre en fin de saison, mais libre ne veut pas dire gratuit. Et ça, faut vraiment remettre les termes dessus, surtout que c'est une façon de procéder qui est de plus en plus courante pour les agents et les joueurs, avec le système de la prime à la signature qui peut être équivalent, voire supérieur à un transfert. Il y avait eu des rumeurs déjà qui fuitaient concernant Jonathan David, comme quoi il laissait finir son contrat pour avoir une grosse prime à la signature. Et si tu lui offres une prime à 10 ou 15 millions d'euros, bah, c'est l'équivalent d'un contrat. Et c'est ce que va rechercher un joueur de ce type-là, puisqu'il va postuler dans des grosses écuries européennes comme l'Inter ou le Milan ou encore chez nous. Donc déjà, tu ne vas pas l'avoir gratuitement, ça, il faut le remettre en contexte. Et ensuite, pour tout ce que ça amène, bah, je suis pas sûr déjà que ta priorité, ce soit un numéro 9 puisque tu as enfin trouvé un 9 sous De Zerbi. Qui plus est, un joueur comme Jonathan David, qui pour ce qu'il pourrait t'apporter, pour moi, n'est pas indispensable. Je l'ai dit en off, en rigolant, mais tu as déjà un tireur de pénalty et en vrai de vrai, c'est important dans une équipe, hein, d'avoir un tireur de pénalty. Mais tu as déjà Mason Greenwood, qui a cette tâche. Amine Gouiri se débrouille très bien tout seul en numéro 9 et pour moi, Jonathan David, c'est un 9 que tu dois associer. Donc tu dois encore, en plus, adapter et changer ton système pour une opportunité de marché qui va te coûter. Et ensuite, comme je l'ai dit, ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire que pour moi, voilà, c'est une opportunité de marché. Rabiot tout à l'heure, qui était un joueur qui a fini, mais qui finira deuxième ou meilleur joueur de notre saison à l'OM, était une opportunité de marché puisqu'il ne devait pas forcément signer chez nous. Donc comme quoi les opportunités, on peut les prendre en compte. Maintenant, Jonathan David, est-ce que c'est l'incontournable à ne pas éviter sur ce mercato? Moi, je pense pas, surtout au coût qu'il engendrera. Franchement, c'est très bien dit, Ilian. Samy, je t'ai vu hocher la tête à plusieurs reprises. Je pense que tu partages, l'avis de notre cher, Ilian. Oui, oui, totalement, je suis en phase avec toi, Eliane. Donc je vais essayer de pas trop te paraphraser. Si on est factuel, aujourd'hui, on a un entraîneur qui a martelé plusieurs fois en conférence de presse qu'il souhaitait revenir à un système à 4. Aujourd'hui, tu as perdu l'un de tes seuls ailiers gauche qui va partir à l'Inter Milan. Il t'en reste un, qui est Jonathan Rowe. Je ne vois pas, avec la saison qu'il a faite, même s'il y a eu des phases assez encourageantes, mais je ne le vois pas partir avec Rowe titulaire Non. au début de la saison prochaine. Donc forcément, il y a un poste qui est vacant dans ce 4-3-3 ou 4-2-3-1, c'est le poste de délié gauche. Tu ne peux pas faire jouer Jonathan David au poste d'ailier gauche et tu ne peux pas mettre Guerrero au poste d'ailier gauche parce qu'il excelle au poste d'attaquant, qui était lui-même aussi un poste vacant que tu as mis, j'ai presque envie de dire, une décennie à enfin trouver. Donc pour moi, non. Après, j'ai toujours du mal avec ce genre de questions sur le oui ou non, est-ce qu'on prend un joueur? Parce que dans l'absolu, on te propose Jonathan David, tu dis pas C'est ça, non. tu Mais dis est-ce que pas non. tu dis oui pour autant? C'est compliqué. Demain, on te propose Jonathan David gratuitement par rapport à ce que disait Eliane et la prime de signature. Tu te poses la question, même s'il y a Gouiri, tu te dis on le prend et puis on bricolera après. Mais Mmh. ça, c'est dans l'absolu. Mais si on regarde par rapport aux besoins de l'effectif, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de Jonathan David. Et comme l'a dit Iliane, tu avais commencé un peu à amorcer le sujet. Tu risques aussi de perturber un peu l'équilibre que tu as enfin trouvé devant. On a parlé toute la saison des fameux acquis. Moi, je me dis que justement, pour préserver les acquis et pour faire en sorte que cette saison n'a pas servi à rien et que le travail qui a été fait, notamment tactique, puisse se répercuter sur les saisons prochaines, dans l'absolu, moi, je souhaite à ce qu'il y ait un max de joueurs du 11 actuel qui soient là la saison prochaine. Donc, on ne va pas commencer à déplacer les joueurs qui sont dans ce 11-là et perturber l'équilibre et les acquis. Donc, pour moi, Ce serait c'est se compliquer la c'est tâche. non entre parenthèses. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu la perception que j'ai aussi de ce transfert, c'est, se compliquer la tâche pour une opportunité de marché, comme tu l'as très bien dit, Ilian. Qui plus est, une opportunité de marché qui n'est pas celle que Rabiot incarnait à une époque où on l'a pris.
Ouais. Donc oui, non, c'est vrai et puis enfin, je vois trop ça comme un point de rupture, ce recrutement de Jonathan David parce que comme tu l'as dit, tu serais obligé de l'associer. Jonathan David, c'est un joueur qui joue, il joue seul en pointe ou Ah, il joue il à 2. joue il joue mais souvent à 2. mais c'est surtout à Lille, c'est un titulaire en puissance et moi je pense que s'il quitte Lille aujourd'hui, c'est pour, briller, Titu en Europe. Titulaire en puissance ou titulaire, Non, pardon, ça enfin, oui, j'ai utilisé le mauvais terme, mais c'était tu as compris ce que je voulais dire. ouais, C'est genre en mode, titulaire, indiscutable, genre? Ouais. et s'il vient dans un club, que ce soit l'OM ou pas, il viendra chercher des garanties, ne serait-ce qu'en termes de temps de jeu Mmh. et je pense même pas que ça, tu sois en mesure de lui donner, sauf si tu, comme l'a très bien dit Samy, changes encore de système pour assurer, la valeur de ton opportunité et dans ce cas-là, encore une fois, tu perds tes acquis et aujourd'hui, Bah, tu as Gouiri, ça marche bien, je vois pas pourquoi tu ferais ça, quoi. bah, oui, puis ce serait étonnant de voir De Zerbi passer à un système à 2 attaquants, sachant qu'il préfère le 4-3-3, voire le 4-2-3-1, il y a aucun monde, dans lequel, tu associes Gouiri David. Donc c'est vrai que si tu prends Gouiri et que voilà, il pète, pendant 6 mois et que tu lui ramènes du Jonathan David en mode: «Bah, regarde, tu as un nouveau copain, mais lui, ton copain, il va te prendre ta place», c'est vrai que c'est un peu incohérent. Donc je vous avoue que cette rumeur, j'aime pas l'entendre, en fait. J'aime pas trop qu'elle soit réelle, hein, et Et pour autant, je ne sais pas ce que tu vas faire de tes numéros 9, mais à moins que tu relances bien Faris, il te faudra une doublure de taille, de toute façon. mmh, Parce que, Mopé, bien que moi j'étais assez convaincu, hein, par son premier trimestre lui aussi. On a vu que sur le long terme ça faisait pas l'affaire de toute façon, techniquement surtout. Hem, pardon, tu Faris qui est revenu, mais voilà et on a du mal à le relancer. Si tu vas en Ligue des Champions la saison prochaine, il te faut un second couteau au poste de numéro 9, ça c'est certain. Donc mais est-ce qu'un joueur de la carrure de Jonathan David, pour jouer second couteau à l'OM? Je pense pas. impossible. C'est non Non, pour non, oui, Samy. je suis d'accord avec toi, Ilian. David, c'est aujourd'hui un joueur qui va chercher à trouver un club où il pourra avoir une garantie de temps de jeu et tu ne peux pas lui proposer un poste de remplaçant à l'OM dans un championnat qu'il connaît, même si on veut extrapoler là-dessus. Moi, je pense que il a fait 4 saisons au LOSC. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même il a besoin de changer d'air. Je ne le vois pas du tout rester en Ligue 1, je le vois Ouais. partir. Donc non, pour moi, c'est un non-sens et tu as bien fait de le rappeler, Ilian. Mais la question se pose effectivement pour la doublure. Parce que moi, j'estime que euh, aujourd'hui, Mopé est à bout de souffle. Je trouve qu'en fait, effectivement, son premier trimestre, il est encourageant, mais je trouve que son plafond, il s'est vite trop vite, il s'est Ouais, vu trop vite. Et, il est, et j'ai même envie de dire que je trouve que par rapport à son profil et ses qualités, le plafond de Mumbagna, il est peut-être un peu plus haut. Ouais, Et moi, je peux dire que ça me dérangerait pas de partir avec Mumbagna ouais, en second couteau. tout à fait. Mais il faudra trouver une solution là-dessus, c'est sûr. On a vu Mumbagna marquer des buts que Mopé, à mon avis, n'aurait pas marqué. c'est Absolument. exactement ça. En Coupe d'Europe en Donc plus. Et en en Coupe plus, d'Europe. le joueur est apprécié par De Zerbi. Non, non, je pense juste qu'il faut qu'il se relance, bah, après il aura une prépa pour ça, hein, mais qu'il se remette à jouer et qu'il engrange des minutes. Mais c'est un mec qui mentalement, enfin il bronche pas. Je pense que le fait d'être numéro 2 à l'OM au poste de numéro 9, c'est déjà quelque chose qu'il valorise énormément et puis au pire, tu as Robinho Vaz qui s'est révélé sur le mois de janvier et que tu pourrais, Je l'avais lancer oublié, lui. On l'a oublié en face dans tout ça. Putain. Mais non, Mumbagna, puis sa mentalité a été, ça se trouve, il y a un monde où on le voit rentrer en jeu, si contre Rennes, tu sais, ce serait un petit clin d'œil. Si contre Rennes, tu es déjà tiré d'affaire, je le vois bien, De Zerbi mettre Faris, voilà, ça ce serait et sympa. et il aime bien faire jouer Ro, même si c'est pas son poste. C'est vrai. C'est vrai. Mais même ça, on rigole, mais ça pourrait être une hypothèse, hein, parce que quand tu vois le nombre de matchs où Gros a joué en pointe, même si après De Zerbi a toujours accompagné ça par des explications où il voulait dire que il n'avait pas forcément le choix. Il y a Ça, tu parfois des matchs où c'est Rowe qui rentre et Mopé qui reste sur le banc, donc le choix tu l'avais quand même un peu. Donc pourrait même aller plus loin et dire bah, tu peux partir sur une saison avec Guéry, Mumbagna en second couteau, mais comme il revient d'une blessure, tu gardes un peu Rowe dans ce profil-là.
Donc au final, là, si on fait un peu la synthèse de ce qu'on vient de dire depuis 5 minutes, que ce soit au poste de titulaire comme au poste de remplaçant, j'ai l'impression que les solutions elles sont déjà en interne et qu'il faut juste trouver la bonne combinaison pour dispatcher les bons rôles. Mais voilà. C'est vrai Il que faut recruter David, ce serait mettre un éléphant dans la pièce. Vas-y, Ilian. ouais, non, non, mais je complétais ce que disait Samy en disant qu'il faut aller chercher un ailier gauche et potentiellement un ailier qui soit capable de jouer des 2 côtés pour moi. Parce que tu vas remplacer numériquement Luis Enrique et si tu ajoutes de la compétition en jouant l'Europe, bah, tu dois voir pour moi aussi un joueur de plus dans l'effectif qui soit capable de soit doubler Greenwood ou de jouer aussi à gauche. Merci pour la liste de courses, Ilian. C'est Tu as moi très qui bien va être résumé. content. Oh, le mercato idéal. Liste Père Noël. Samy, ça va être à toi d'entrer en piste. Tous les projecteurs sont braqués sur toi. On veut t'entendre sur Geronimo Rulli, qui a fait une petite, bourde, on va dire, contre Lille. C'est à toi. Oui, parce qu'après le match contre Lille, on a entendu beaucoup de jugements que je trouve hâtifs et un peu sévères sur Rulli. Mais moi, avec le recul, finalement, finalement, je me réjouis un peu de cette action parce que c'est des choses que j'avais déjà vues un peu plus tôt dans la saison. Quand l'OM était pressé, l'OM n'a pas renié ses principes. Je me rappelle du match aller contre Monaco, où Monaco nous a énormément pressé avec des moments où ils nous pressaient plutôt mal et après mieux. On avait souffert et en fait, tout au long du match, on a continué à sortir de derrière. Pourtant, on était dans une période où mentalement, l'OM traversait une période délicate. C'était après Auxerre, c'était une mini-crise. Et en fait, moi, ça m'avait marqué à l'époque, pendant tout le match, l'OM ressortait de derrière et plutôt bien. Il y a le match contre Paris au retour. Pareil, là aussi, tu es dans une période de trouble. On est après la défaite contre Lens. Tu arrives à Paris, tu n'as aucune certitude. Greenwood est sur le banc. Tes deux meilleurs joueurs sont sur le banc. Bref, donc mentalement, tu n'es pas trop là. Et pareil, Paris fait du Paris, te presse. Et toute la durée du match, on a toujours vu cette patte de Zerbi avec les sorties courtes qui partent de Roulis, et ça s'est plutôt bien passé, même si on a perdu. Il y a toujours eu ce truc-là. Et contre Lille, bien évidemment, on n'a pas renié nos principes, parce que moi, je ne vois pas pourquoi on jouerait d'une certaine manière pendant 10 mois, et arrivé à 2 journées de la fin, on changerait notre manière de ressortir les ballons sous prétexte de l'enjeu. Moi, je pense que Rouli a bien fait de ne pas dégager le ballon à ce moment-là, même s'il restait que 10 minutes à jouer, même si à la clé, il y avait une qualification à aller chercher. Parce que déjà, pour deux choses, moi j'estime, et on a beaucoup tensé le caractère de cette équipe cette saison, mais j'estime que le caractère d'une équipe, il se, il se mesure sa capacité à garder ses principes, même dans les moments un peu troubles. Et là, on l'a vu avec l'OM. Et puis surtout, si à ce moment-là, Rouli dégage devant, en face, tu as une équipe de Lille qui est capable de voir que l'OM perd un peu ses moyens, l'OM renie ses principes, l'OM panique, et peut-être que en dégageant devant, tu n'aurais peut-être pas pris le but à ce moment-là, mais tu l'aurais pris plus tard parce que tu aurais donné un peu plus de confiance aux Lillois. Donc moi, je pense qu'on a un peu trop fait sur cette bourde de Rouli, et que moi, je m'en réjouis parce que ça veut dire que c'est une équipe qui est sûre de ses principes, qui a des certitudes, qui a des acquis. Alors bien sûr, tu n'es pas la meilleure équipe du monde, donc forcément, tu as un gardien qui fait une bourde. Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment ce côté, on joue comme ça, on a joué comme ça toute l'année, on l'a travaillé et retravaillé, ça a plutôt bien marché toute l'année, on Mmh. continue. Là, ça marche pas, mais au prochain match, on continuera et on continuera. Je pense que ce sera toujours le cas. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je comprends ton point de vue, Samy, juste, par rapport je sais pas si vous avez l'action en tête, là, si vous la visualisez, à un moment, il a la solution Balerdi à droite, il regarde ensuite à gauche, il peut la mettre à Garcia, mais il choisit de, la mettre à non, c'est Kondogbia, mais Il il fait la choisit de mettre la à mettre à Kondogbia et il la met à ouais, Garcia. Je il crois la que met à Garcia. Moi, je pense que alors au-delà du fait de pas renier ses principes, moi, je pense que, justement, il a peut-être été un peu trop en dilettante à ce moment-là, là où il aurait dû la filer à Kondogbia directement. Et là où c'est un autre point positif, peut-être qu'il va être un peu plus vigilant, pour la suite des matchs et On heureusement que ça apprend de se ses passe erreurs. maintenant et qu'il y ait pas trop de conséquences. Le seul espoir aussi que j'ai, c'est qu'il va pas enfin, j'espère qu'il va pas trop gamberger, Geronimo Rulli à se dire: «Bon, c'est un pro, hein, je me fais pas de soucis pour lui». Mais j'espère qu'il va pas se dire: «Mince, c'est à cause de moi, imagine on perd contre Le Havre» et cetera et j'espère que ça va pas trop lui rester dans la tête et que ça va pas faire un effet papillon, tel qu'on le connaît.
Ilian, je sais pas ce que tu en penses? Non, non, mais tu as raison de le soulever, je lui souhaite pas. Bon, on le verra dès samedi. Je souhaite pas que ça lui arrive. Non, je pense que c'est un pro, hein. De toute façon, il est entouré pour ça. Je crois dès dimanche, il a fait une story où il s'excusait, où il disait qu'on irait la chercher ensemble et tout. Il est soutenu par le groupe. Je pense que lui-même, il a juste à regarder ses compiles de tout ce qu'il a fait cette saison et il se doute que jamais le Vélodrome, ne lui en voudra. Et je suis assez d'accord avec l'analyse de Samy et pour aller, bah, pour aller encore plus dans ce sens et au-delà du poste de gardien en lui-même, tu as vraiment basé ton acquis derrière ta 1re relance avec Rouli, tu l'as vraiment construite cette saison et ça, si c'est bien une chose que tu dois pas démonter, la saison prochaine, et que tu dois accompagner, hein, de Balerdi et du défenseur central gauche, c'est vraiment ta 1re relance qui pour moi est la clé pour faire sauter les verrous et d'ailleurs c'est de là que sont parties nos plus belles actions. Je repense à celle contre Lille au match aller au Vélodrome et c'est normal, j'ai envie de te dire sur une saison qu'une erreur comme ça arrive. En plus, qui plus est sur une faute lilloise, hein, parce que les Lillois sont dans la surface et le but ne doit pas être validé. Donc c'est normal que ça arrive une fois. Maintenant je pense pas que ça lui restera dans la tête. Ouais, tu me tends un peu une perche parce qu'effectivement, à travers ce que tu dis, parce que effectivement, De Zerbi adore avoir la possession et le contrôle du jeu, mais on l'a vu notamment sur les derniers matchs où il n'a pas hésité par moments à s'adapter et laisser le ballon à ses adversaires, sur des séquences, hein, c'est pas non plus sur. Mais voilà. Et donc ça prouve qu'il est capable de s'adapter là-dessus et qu'il est capable pas de se renier, mais de ne pas être un jusqu'au boutiste sur certains de ses principes de jeu. Mais en l'occurrence, ce chaînon de son jeu à travers la sortie courte qui commence de Rouli, pour moi, je pense que ça doit être vraiment un. Il faut le sacraliser en fait. Il faut vraiment que ça soit Ouais. quelque chose d'indispensable où il n'y a pas où il y a pas de négociation en fait finalement. Tu peux t'adapter sur le reste, sur la possession par moment, sur le pressing, sur la hauteur du bloc. On en a beaucoup parlé cette saison, notamment avec Kondogbia. Mais pour moi, ce côté on ressort de derrière, ça doit vraiment être la base de ton travail et on n'y touche pas. Le reste, on peut s'adapter par moment, mais ça, on n'y touche pas. Et tu l'as vu en plus dès le premier match avec le but, de Luis Enrique enfin de Greenwood pardon, le premier but là, de la saison Mm. contre Brest, avec Luis Enrique qui dézone et tout, enfin c'est vraiment Oui, le et puis tu as, plein d'occasions où c'est pas allé au bout, mais tu as eu de très belles sorties, donc voilà. Les gars, merci pour, ce débat sur, Rouli. On passe au suivant. Le scénario catastrophe est-il possible? Il nous reste 2 matchs. Voilà, on a tous le classement en tête. On est à 59 points. L'AS Monaco est à 58, Lille est à 57 si je me méprends pas, comme Strasbourg et Nice. Donc on est loin d'être tiré d'affaire et on a notre, sort entre nos mains et on se déplace samedi au Havre, tandis que l'AS Monaco et Lyon, se rencontrent. Bah, j'ai pas les autres matchs en tête, je crois que Lille affronte Brest et que Nice, Nice heu, joue Angers, je crois. ouais, c'est ça. Nice joue Angers, ah bah super tiens. Et Strasbourg, alors on va se mettre le match Strasbourg joue Angers là-bas, Nice va à Rennes et Lille va à Brest. Bon nos 3 équipes, les plus menaçantes sont à l'extérieur et l'AS Monaco, qui est la plus menaçante pardon, joue contre Lyon et ensuite pour la dernière journée évidemment, on reçoit Rennes. Donc finalement on a notre destin entre nos mains comme l'ont dit, nos joueurs, c'est plutôt positif. Le match le plus important à mon sens, c'était contre Lille. Sauf que Le Havre, bah, ils ont un contexte, c'est qu'ils sont, en obligation de se réveiller pour, échapper à la relégation et bah, quoi de mieux que de le faire contre Marseille? Ils s'étaient réveillés contre Monaco aussi. Bon, ils ont perdu 5-1, il y a 2 semaines contre, Rennes chez eux et donc voilà, à domicile, c'est pas non plus, exceptionnel et Rennes à domicile, bon, Rennes à domicile, ça devrait être, plus qu'une formalité vu qu'il ne joue plus rien et que Habib Beye est sur le banc, donc il aura sûrement des consignes, bien particulières pour ces jeux. Alors ça Non, j'y non crois mais peu. ça c'est quand même un sacré conflit d'intérêts, quand tu y repenses. S'il y avait vraiment quelque chose à jouer, à ce moment-là Pour De aller plus ouf. loin dans le conflit d'intérêts, je vous invite à aller voir le but d'Unai contre Mandanda la saison dernière au M Rennes au Vélodrome.
et de bien observer, Mandanda. Vas-y, j'irai revoir. Mais Ouais, Même moi, j'invite tous les drôle, téléspectateurs à aller drôle, voir. Putain, j'oublie attends, j'ai oublié. C'est le quoi but est très où beau, il hein. le allume la pseudo contre lucarne là? Rennes? Ouais, 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 il allume, ouais. Et pourtant il y a un Ah oui! Oh, ah oui, 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 bah, j'y étais en plus. Oui, oui, non, mais oui. Oui, oui, même mon pote, il connaît pas trop le foot à côté, il me dit: «Mais il fait quoi le gardien là? Qu'est-ce Bah, qu'il il fait, il joue à quoi? il fait son Il joue à travail. quoi?» El Phénoméno, merci pour tout. Ah, si Habib Beye pouvait nous Non mais moi de donner une, petite consigne, genre Assignon, but contre son camp. Non, mais scénario catastrophe ou pas, oui, Ilian, est-ce que tu stresses? Parce que moi, des fois, j'essaye de m'endormir et je me dis: «André Ayew, Habib Beye, je peux pas frère». bien sûr que le scénario catastrophe existe, hein, on va pas le nier, de toute façon mathématiquement on n'est pas qualifié. Maintenant, moi je Mmh. suis loin de je suis loin de tout ça, pour moi, on y va. Ne pas y aller, ce serait une faute professionnelle et je te dis même pas ça pour nous rassurer ou quoi, hein. On a fait le plus dur et j'avais déjà ce discours-là contre Lille, qui était pour moi le match pionnier, où si tu perdais, là tu te mettrais dans une sacrée sauce et encore tu avais ton destin entre tes mains. Mais, heu, mais déjà contre Lille, j'estimais que c'était Lille qui jouait sa qualif en Ligue des Champions plus que nous. Ils ont fait la mauvaise opération Mmh. en arrachant un nul, ouais, parce qu'en plus ils allaient perdre, hein, en arrachant un nul, chez eux. Enfin aujourd'hui, on est les plus sortis d'affaires, le troisième e va affronter le cinquième, je crois, ou le sixième, donc Monaco qui affronte Lyon. Enfin, il y a rien pour nos adversaires. On Puis il y aura des faux pas des adversaires sûrement, parce que Et bien comme ils sûr, l'ont fait, personne ne fera précédemment. d'ailleurs à part nous, je pense, hein, personne ou peut-être Lille aussi, personne ne fera ce 6 sur 6. Et le groupe n'a jamais été aussi au complet et aussi soudé, peut-être si en début de saison, qu'aujourd'hui. Tu as eu ces événements à Rome, tu as cette course avec des champions qui fédère et qui, a engendré un espèce de bon sentiment depuis, quelques jours, quelques semaines. Donc là, on y va, c'est tout droit, c'est pour nous. Il y a pas trop de questions à se poser. Maintenant, on attend juste la manière pour profiter aussi de ces 2 derniers matchs et du dernier au Vélodrome parce que je l'ai dit toute la saison, moi, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est que, tu as des gens qui payent leur place et qui n'en ont pas forcément pour le prix de leur billet et vu que Massy sera au stade, ça m'importe. Là, les 2 dernières fois, je peux t'assurer Oui. je me suis régalé. Les 30 € en virage, à chaque fois ont été, bien rentabilisés, surtout, pour le match contre Brest. Mais, parce qu'il y a eu Ouais. retournée de Gouiri donc, mais le collègue Samy, devant moi en plus, hein, franchement, merci. Le collègue Samy, disait qu'il nous fallait, 61 points, Ah, c'est incroyable. pour, y Pour arriver. la C'est à peu quatrième près place. Pour la ouais, quatrième place. pour la quatrième. OK, donc pour la troisième, tu vois ça Moi, je pense 62? que ça, la troisième, elle jouera 62-63 et que la deuxième, elle sera maximum 65 parce qu'aujourd'hui, la seule équipe qui peut faire le maximum de points, c'est nous et on peut faire pas plus de 65. Je pense que ça va jouer à ça, à Mmh. 64-65. Moi, je rejoins Yann hein, sur le côté autoroute vers la Ligue des Champions. Par contre, j'ai une crainte, c'est que si on regarde bien les dernières semaines, alors l'OM va mieux, l'OM respire, mais il y a beaucoup d'influx nerveux qui a été tourné avec ce qui s'est passé à Rome, qui a été bon en plus, hein. Mais il y a beaucoup d'influx nerveux qui a été dépensé et tourné exclusivement vers ce match de Lille. Euh, Ah donc tu crois à un relâchement? En fait, on a beaucoup parlé de la finale, et donc là, tu passes l'épreuve de Lille plutôt bien, sans trop d'embûches. Et j'ai peur du côté décompression après avoir réussi Mmh. ce passage-là. Le côté euh, décompression qui est exacerbé aussi par le retour à Marseille. Parce que là, tu reviens après 2 semaines à l'étranger, tu reviens à Marseille. Donc il y a le côté, ça s'est bien passé, on respire, on souffle, on se repose un peu, on rentre chez nous, et en plus on joue une équipe où, C'est une bonne effectivement, tu dois les prendre au sérieux, ils jouent le maintien, et en plus en ce moment c'est une équipe qui est sur une belle dynamique, mais au plus profond de toi-même, tu sais que c'est le Havre. Et au plus profond de toi-même, tu sais qu'il y a une semaine, tu jouais un match de Ligue des Champions contre une équipe de Ligue des Champions. Au plus profond de toi-même, là, tu sais que tu joues contre une équipe qui joue le maintien. Donc moi, j'ai peur du côté de décompression après avoir bien géré ta finale. C'est la seule crainte que j'ai. Mais c'est presque de l'ordre de l'inconscient ce que tu nous dis là, Samy. Tu es le Freud, Bah, en du fait, football, en non, fait.
Le Fred de Mais je trouve l'Olympique que de c'est Marseille. en fait, c'est pas tellement de l'inconscient, parce que oui, effectivement, c'est au plus Un profond peu, de en vrai. tes joueurs, mais ouais, c'est un peu de l'inconscient, c'est quelque chose que tu contrôles pas. C'est peut-être ça qui est un peu plus dangereux. Mmh. Je Tu tu comprends, Moi, ouais. j'ai juste peur de ça. ce phénomène, en plus, tu peux déjà, anticiper sur qui tu vas le retrouver, je pense aussi. Ah, Ah bon? Bah, ouais. Qu'est-ce qu'il va dire comme Mais connerie? non, 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 c'est même pas Non? une Non? Ah OK. C'est pas une non, non, blague? mais OK, vas-y. bah, déjà Pas après sûr. lui, il a la tête à la coupe du monde des clubs, mais je pense qu'un mec comme Luis Enrique, c'est pas forcément une bonne idée de l'aligner dès le début. Ah oui. Hem Et après, non, ne serait-ce que pardon, que derrière, bah, non, non, mais je pense je réfléchissais à qui, mais non, mais je ces phénomènes-là, tu peux les retrouver chez Balerdi, tu vois, inconsciemment ou même Rabiot. Giroud en début de match qui se met pas forcément à fond parce qu'il a le temps et qu'il sait que s'il démarre, ça va aller. Donc non, non, je suis assez d'accord avec toi. Après de là à ce que ça nous fasse payer le match contre Le Havre, alors que tu as, Rabiot, Gouiri, Murillo, Garcia, tu as quand même des valeurs sûres aujourd'hui sur ton effectif et qu'il est assez complet pour aller chercher cette LDC. Oui, mais regarde, Putain, le fait que Garcia soit cité, dans les valeurs sûres, on félicitations à n'aurait lui. pas Non, cru. vas-y, Samy. De ouf. Ouais, Mais vraiment. tu vois, par rapport à j'ai pas envie de vendre la peur, hein, mais les matchs que tu as perdus cette saison, c'est des matchs où tu étais plutôt bien, mais juste parce que tu as pris un but, tu as perdu le fil et tu plus jamais revenu. Le match de Reims, c'est l'exemple parfait. Pendant le premier quart d'heure, tu es bon, mais tu prends un but, c'est fini, blackout. Bah, si par exemple contre le Havre, tu prends le match par-dessus la jambe et que dans le premier quart d'heure, le Havre ouvre le score, ça peut aller très vite derrière. Ah mais là, c Tu peux oui. perdre aussi le fil. Et ça reste quand même une équipe, si on regarde bien, tu allé gagner contre Lille, tu fait nul contre Monaco, tu allé gagner contre Lens à Bollaert, 4-3. C Qui est c'est capable une de équipe faire des capable de choses. faire des choses et c'est une équipe qui gagne pas des points contre n'importe qui. C'est pas une équipe qui a gagné ses points contre Montpellier et Saint-Étienne. Moi je trouvais enfin, c'est une équipe qui m'a beaucoup surpris. Je les ai pas mal suivis sur la deuxième partie de saison notamment et moi ils m'ont énormément surpris et donc faut faire attention honnêtement. Ça me fume parce que j'étais pas stressé et voilà, je suis stressé. J'ai pas envie de voir de la peur. Je vous ai dit. Moi, vous avez vu mon tweet ou pas? Où j'ai dit moi, j'en ai carrément rêvé tellement je stresse. J'ai rêvé Ouais, j'ai vu d'un ton tweet. 4 partout contre Le Havre où on se fait égaliser au penalty, frère. C'est pas des trucs un Mais nul genre, mais j'y ça, expert contact Samy te l'a dit, 2 nuls, tu as 61 points, tu es 4e, c'est bon, t'inquiète. ouais, mais encore faut-il genre, tu reçois Rennes, ouais, c'est soir de fête, ça fait un peu Pour moi, OM, tu te frappes Strasbourg, en pas de fait. toute Et façon. avec Lens qui reçoit Monaco, ça, Ouais, c'est une dinguerie, ça rappelle vraiment la saison Sampaoli. Mais oui, non, franchement, je stresse, parce que bon, en fait, je suis mi-stressé, soulagé parce que je me dis que les adversaires lâchent beaucoup de points ouais, aussi. c'est ça. Et Je pense pas voilà. qu'on aura des 6 sur 6 à tous les étages. Mmh. Bah, moi je trouve que Nice, par exemple, c'est une équipe qui était sur une dynamique assez moyenne, mais je trouve que la victoire à Paris, elle te fait un déclic mentalement, où tu te dis, mais je suis allé gagner à Paris, j'ai mis fin à la série d'invincibilité, personne n'a gagné contre eux, je peux pas perdre les trois matchs que j'ai, enfin, je suis obligé de tout gagner, je suis allé gagner à Paris. Donc moi, j'ai vraiment peur du côté de ce déclic-là qu'ils peuvent avoir. Strasbourg, c'est pareil, c'est une équipe qui est sur une dynamique qui est fantastique. Moi, c'est les C'est deux fou. équipes que je vois Mmh. faire 6 sur 6 par exemple. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors que Monaco à côté et bon, Monaco, c'est du on Monaco, parle hein. même plus de Lyon, mais Monaco, Moi, je sais ouais, c'est pas vrai. vous, mais moi, j'arrive jamais Ouais. à lire cette équipe. Là, ils peuvent très bien faire 6 sur 6 comme 1 sur 6. C'est Mmh. Non, non, réel, non. Ouais, c'est réel. donc en fait, rien n'est joué et ça va être vraiment intéressant de voir tout ça. Bah, j'ai Ah, déjà hâte d'être au hâte du multiplex, multiplex. de samedi. Ça va être vraiment, vraiment bien. J'espère que ce sera J'espère une qu'il y bonne aura la issue petite pour nous musique quand il y a et des que buts. Murillo, Tu peux déjà mais tu peux ouais, déjà être en fête, samedi soir. Ouais. j'espère. On va parler d'une autre équipe qui est en fête parce qu'en ce moment, ma femme me trompe avec Mais une autre laquelle? équipe. Ouais, ouais. Il y en a une, j'aime bien la regarder me tromper avec.
Il y en a une, je suis pas très content, tu vois? Parce que je suis complexé. OK. Heu, non, mais voilà, l'Inter, qui affrontera le Paris Saint-Germain, contre donc c'est le 27 mai? 31. C'est le 27 mai, il me semble? Le 31 27, mai? c'est tu fais Heu, confusion avec le OM Milan. ça veut pas sortir de moi, tu vois? C'est la date de notre mariage. Non, mais c'est en fait, donc moi, ma question, elle va être simple. Est-ce qu'il y aura un impact déjà sur vous, si le PSG gagne la Ligue des Champions? Et est-ce qu'il y aura un impact, sur l'OM en mode on n'aura plus, ce truc-là, ce complexe du gros justement, ce complexe de supériorité, qu'on nous vend tout le temps. C'est la seule équipe de parce que mine de rien, c'est un discours qui revient souvent. C'est la seule équipe de France à avoir gagné, la Ligue des Champions, donc tu dois l'honorer. Donc c'est une musique que tu entends et tu te peut-être qu'il y a un biais mental, par rapport à ça. Moi, je vais vous dire, me concernant, ça me ferait un peu chier. Peut-être que je prendrais la voiture, pour, aller, conduire, voilà, écouter de la musique et gamberger un peu, mais Quel voilà, ça me passera au bout Fais pas de le tour du périph' par contre. Évite. j'irai pas jusqu'à Paris. Mais sinon, ouais, non, Bah, pff, après dans 2 jours après, ça me passera, ça mais c'est vrai que ça c'est un peu emmerdant, quoi. On l'aimait bien cette petite musique, même si ça ça commence m'y à faire commence longtemps. parce que je vais être interminable sur ce sujet. OK. Bah, moi, un peu comme toi, Tino, et je pense que toi aussi, Yann, ça me ferait chier. Par contre, je pense que ça changera rien à l'échelle du club. J Enfin, il y a une petite musique qui revient, qui dit que, bah, s'ils la prennent, peut-être que ça encouragera le club à mieux travailler. Je pense que l'OM n'attend pas à ce que le Paris prenne la Ligue des Champions pour mieux Puis travailler. L'OM va pas se réveiller au lendemain de la victoire de Paris et se dire: «Bah, c'est bon, ils ont pris la Ligue des Champions, faut qu'on travaille bien». Et les dirigeants de l'Olympique de Ça, c'est une théorie à la Harry-esque. C'est une théorie complètement. Ben, Harry-esque. non, ils essaient de travailler bien chaque été et ils attendent absolument pas que Paris gagne pour, se dire: «On va mettre». Je vois pas McCourt se dire: «Je vais mettre plus d'argent parce que Paris l'a gagné». Il y a des réalités économiques, sportives qui n'ont aucun lien avec, ce qui se passe dans les autres clubs. Donc pour moi, ça, c'est vraiment du chiqué, et je vais même dire un truc, je pense qu'une victoire de Paris en Ligue des Champions servirait les dirigeants dans leur communication au début de la saison prochaine, après sûrement un mercato ambitieux et qu'il y aura la petite musique l'OM joue le titre qui revient chaque année dans les médias. Je vois parfaitement les dirigeants marseillais ou Benatia utiliser justement le fait que Paris l'ait pris pour dire, pour éteindre le feu et pour dire: «Bah non, vous dites qu'on joue le titre, nous on joue pas le titre, on n'a pas la prétention de dire qu'on joue le titre face à une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, ou qui est finaliste de Ligue des Champions». Donc je Mmh. pense que dans le côté communication, ils pourront s'en servir, mais pas de la manière que nous on pense. Mais hormis ça, moi, voilà. Juste Bon, pour répondre juste à ce que tu juste viens de ça te dire, ferait chier, quoi. tu aurais l'autre en conférence de presse qui viendrait t'expliquer qu'il est pas venu pour jouer à la seconde place. Mais bon, L'autre. Il veut pas lâcher lui. Si non, mais c'est un non, dossier que tu maintiens quand même, hein. non, non, après attention, j'aime bien le coach. C'est vrai que je l'ai méprisé en l'appelant l'autre, mais ces conférences de presse m'insupportent. Voilà. Ça on sait effectivement. On en a parlé dans un DLZ, c'était une de tes chroniques, non? À l'époque déjà. Je vais faire un avis d'Iliane sur les conférences de presse de Zerbi et comme ça après on n'en parlera plus. Non, qu'est-ce que ça me ferait? Bah, en plus, c'est ouf parce que tu as écrit pour ou contre. Bien évidemment que je suis contre. Il y a pas de il y a pas de débat. Heu, C'est ouais, vrai que bah, c'est fou d'écrire ça. Pour ou de contre, moi je suis là, je suis absolument contre. tu vois, moi j'ai 20 ans, même si je vote plus, j'adore répéter ça à Samy. Tu Non, moi es déjà marié? j'ai déjà marié. Non, moi j'ai 20 ans, mais c'était un régal, tu vois? Ne serait-ce que nostalgiquement de vivre chaque année, même si certains s'en cachent, cette procuration, j'ai vécu la remontada, j'ai vécu le comeback au parc, enfin, c'est quand même des moments historiques de foot où tu étais pleinement impliqué émotionnellement et où tu étais du côté de l'adversaire et donc déjà, tu as ce côté-là qui en prend un coup. Ensuite, bien sûr, tu as tout le côté réseaux sociaux. Enfin, là, je pense que vous avez vu entre, ce qui se passe sur les champs, le son, le bourdon même, j'appelle ça moi, médiatique, qu'il y a autour du Paris Saint-Germain. Des intellectuels qui sont tous, titulaires d'un doctorat.
Pharmacie, Ça, c'est pharmaceutique, impressionnant. c'est les Ah, génies de demain. Mais d'un ça, c'est doctorat en quoi? et En pharmacie, en plein de choses, en biologie, en et ils ont tous un avis là-dessus et il y avait la même Pourquoi? et j'ai eu un espèce de ah mais parce que le PSG se met à gagner et qu'en fait, tu vois tout le monde, donner son avis et être non, moi je plein parlais pas de ça. Je Ah! parlais pas de ça, moi. ah tu parlais de quoi? Non, parce que tu parlais des gens qui sont sur les champs et tout, je disais que c'était des Ah intellectuels. d'accord. Ah putain. Ah oui, OK, non, Ah oui, d'accord. non, 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 moi j'étais vraiment dans le délire, la sphère, médiatique Oui, ça qui y est, les footix, quoi. nous bourdonne là-dessus. Ouais et j'avais eu d'ailleurs ce même ressenti après la coupe du monde 2018 où on nous cassait plus la tête qu'autre chose avec cette fierté-là. Donc déjà voilà, personnellement, je le vivrais comme tout Marseillais, donc c'est-à-dire assez mal. Mon ego en prendrait un coup. Et puis ensuite, si tu remets les choses dans leur contexte, Samy l'a très bien dit, on va pas attendre, du Paris Saint-Germain, de gagner la LDC pour que nous, on se mette à bien travailler, surtout en Europe. Maintenant, moi, j'ai peur que ça crée encore plus de frustration et d'insatisfaction vis-à-vis de nos supporters et déjà qu'on est en attente constante, ne serait-ce que d'un titre, donc ne serait-ce que d'exister et de remplir cette armoire à trophées. Là, pour moi, la frustration, elle va être d'autant plus accentuée quand tu vois le rival aboutir, à avoir un objectif. L'OM sera toujours le plus grand club français et on ne nous enlèvera pas ça et je m'engage à écrire un papier, si vous voulez, là-dessus qui relatera les faits le soir du 31 mai. Ça, je m'en fiche. On ne nous enlèvera pas notre fierté, notre identité, nos valeurs. Ça, il y a aucun débat là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'eux gagnent et que nous, on rame et que ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure et que quand tu mettras ce contraste, surtout dans cette Farmer League, et bah, nous qui attendons des résultats depuis si longtemps, je pense que cette saison, ça nous mettra un sacré coup derrière la tête et que la saison prochaine, on attendra au moins un résultat en Coupe de France ou en Europe. Nous, on est Everton, c'est Liverpool, quoi. Non, on est l'Inter, Non. nous. C'est vrai Ouais, qu'on est l'Inter. Bienvenue sur Interzone. Inter de Milan Zone. et ouais, en plus, à côté de ça, ça ne me chauffe pas non plus de voir la bande d'Inzaghi. Oh, tu vas pas faire le pisse froid quand même, là, on n'a pas le choix, hein. Tu crois qu'il y a un monde Tu où il y crois a le qu'on a le choix? choix là ou quoi? Non, c'est vrai, mais bon, je précise quand même. Ah là 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 là, ouais, c'est terrible d'en arriver là quand même, les gars. Puis, ouais, je vois en fait, c'est les plus jeunes marseillais, qui disent: «Oh mais c'est pas grave, le FC Procuration, doit cesser» et cetera. C'était un plaisir. Mais J'ai oui, adoré, mais tout comme j'ai adoré la tête de Maguire, hein. Faut arrêter de Ah vivre oui, c'est pas vivre dans le passé ça, hein. dans les mêmes proportions, hein, franchement. C'était c'était exceptionnel de voir leur rêve anéanti d'aller en Ligue des Champions. Ils t'auraient parlé de cette coupe européenne. Enfin, ouais, c'est pas, vivre par procuration, vis-à-vis de ses rivaux, c'est pas vouloir la chute du foot français, au contraire. C'est moi j'espère qu'ils souhaiteront aussi notre déchéance, quand on performera. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est même pas assez important pour marquer les esprits comme ça Et putain, puis la procuration, c'est pas une consolation, hein. La procuration, tu peux très bien être dans le FC Procuration et l'OM, avoir un OM qui gagne des trophées, hein. Enfin, moi, personnellement, si demain l'OM se remet à gagner des trophées, bah, je serai toujours, je serai toujours devant ma télé quand Paris jouera et j'aurai toujours la même envie qu'ils perdent. Donc moi, je le vois pas comme une consolation. Je sais pas si c'est votre cas, vous, je pense pas. non, Mais non, non, effectivement. faut dissocier les deux, moi, je trouve. C'est 2 Non, comp c'est ça, c'est vraiment 2 compétitions transversales, j'ai même envie de te dire. Parce que j'ai pas le même apport émotionnel et j'avais pas la même attente mercredi que j'ai sur le match de samedi, tu vois? Et pourtant je concilie pas les 2. bah, ouais. Mais je stresse aussi pour le 31 mai. Il faut que je me trouve un maillot de l'Inter d'ailleurs. En plus, on a pas mal de Marseillais qui sont passés à l'Inter, hein, récemment. Mais mais tu vois, ne serait-ce que le Ouais, fait que Luis Enrique soit pisté par un club potentiellement gagnant la Ligue des Champions, je trouve ça exceptionnel. Bah là, il ouais. il est pas pisté là, il est sur la piste de l'aéroport de Milan quand même. Je peux rentrer les gars? Là, les Bah, non, derniers mais matchs, d'Enrique là, il est pas Non, mais c'est ouf pour un mitard, qu'on aurait vendu 8 millions au mois d'août.
Dédicace à toi, mon Wabe, de la Wesh TV. Mais c'est quand même triste que ce soit une, finale comme ça. Le PSG est une belle équipe, mais j'aurais préféré le Barça quand même. Ou Franchement, Arsenal. Arsenal et Arsenal. là, on fait vraiment un interzone, mais franchement, pour parler très rapidement, le match de l'Inter-Barça, les deux ont tellement été fantastiques que l'un ou l'autre, pour moi, c'était la même, hein. Je sais pas ce Ouais. que vous en pensez, vous, mais Je Bon, pense que l'Inter a plus de chances de battre le PSG que le Barça, enfin autant de chances de battre le PSG moins que le Barça. naïf, moins naïf, je trouve. OK. Que le Barça? Ouais. OK. Bah, écoutez, on va débriefer ça, le 31 sur Interzone. est-ce qu'on ferait pas un DLZ le 31, ouais? Mais en vrai, vous savez que c'est un sujet, intéressant, le FC Procuration. On pourrait en faire une vidéo de ça, les gars. Dites-nous en commentaire si vous nous trouvez détestables mais ça peut être un petit débat marrant, genre 20 minutes, avec quelqu'un qui justement n'est pas du FC Procuration. Ça peut être sympa, ça peut être un bel épisode, dans Massilia Zone. En tout cas, Il se tape des barres derrière, j'en peux pour conclure, sur ce 13e épisode, 13 comme le département des Bouches-du-Rhône. Voilà, magnifique. vous en faites ce que vous voulez. Mais, donc Dedić, on a appris, ce soir, en tout cas à 00:50, l'équipe l'a annoncé, que Dedić, retournerait au RB Salzbourg, à la fin de la saison, car il n'a pas, rempli les critères de la clause de son achat, enfin son option Ouais, d'achat, pardon. Les gars, vous m'avez compris. Ouais, ouais. Je vais lire tes articles, toi, tu vas voir. Mais, je vais lire en diagonale, mon pote. Non, mais, ouais, du coup, Dedić, back to home. Qu'est-ce je que qu'est-ce il qu'on en est pense? C'est dommage, quoi. aimable, appréciable même. Mmh, Non, voilà, on repasse à 4, on ne lui a pas beaucoup laissé sa chance, parce que quand tu vois qu'on a encore fait rentrer Lirola il y a quelques semaines, c'est dommage pour lui. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu avoir du temps de jeu à 4? Bon, mmh. Ouais, c'est ça la question. Samy, je sais pas ce que tu en penses, mais bon, là, c'est sûrement une, cohérence de la part de la direction. S'ils laissent filer, un joueur qui est identifié comme un piston, c'est parce que la saison prochaine, on a d'autres projets. Oui, oui, bien sûr, mais finalement, en fait, encore un transfert un peu, ouais, c'est flou, en fait. Je trouve que ça intervient, enfin, ça arrive souvent C'est pas dans l'ère pertinent. Longoria, des mouvements où tu comprends pas pourquoi le mec vient à chaque fois, tu comprends pas pourquoi il repart, tu comprends pas ce qu'il fait là. Enfin, c'est souvent, enfin, pas souvent, mais je sais pas, il y a des mouvements parfois qui sont un peu opaques. Je comprends pas l'intérêt et là, ça tombe comme ça, tu sais pas. Moi, je m'attendais à ce que ce joueur reste longtemps. Mmh, Là, il part. Enfin, moi, ça me perturbe un peu. C'est récurrent. Ça me fait penser à ce qu'on a connu avec Touré, Isaac Touré. mmh, Et j'ai envie de dire encore le même type profil de joueur qui ne convainc pas à l'OM, c'est-à-dire un joueur de moins de 25 ans. mmh, L'OM a un vrai problème historiquement avec ce profil-là. Et c'est la même chose sous l'ère Longoria. Mais le problème que j'ai sous l'ère Longoria, c'est que j'ai l'impression que le club se ment à lui-même. C'est-à-dire que le club persiste dans cette voie-là, alors qu'on voit très bien que ça ne marche pas. Tu n'es pas fait pour ça et ton club structurellement et peut-être même dans l'environnement n'est pas fait pour ça. Donc c'est pas un mal, je ne reproche pas au club parce que ça n'est pas de leur fait, mais à un moment donné, ça s'empile et il faut peut-être commencer à se dire que bah, ton club n'est pas fait pour ça. Et je mmh. suis pas en train de te dire qu'il faut recruter que des joueurs de 28 ans, mais quand même commencer à tirer les conséquences de cette récurrence en fait, au niveau des profils. Bah, on mais a quand même Luis Enrique, Balerdi, qui sont assez jeunes, Oui, Greenwood, mais ces derniers temps. à partir de combien de temps ces joueurs-là ont commencé à être bons chez toi? il faut qu'il soit fermenté le produit, hein. Et puis, et Balerdi, puis, et puis après, je dis pas que ça arrive pas, ça arrive encore. Bah, il a vulgarisé, mais il a pas tort, hein. ah ouais, c'est chaud. L'expression, putain. Un Balerdi bien fermenté, là, il réussit. Bah, il a vulgarisé, mais il a pas tort. C'est C'est le cas de vrai, le c'est dire. bien dit. Non, tu raison. Le le pire pour finir sur Delic, c'est que
quand on le prend, il est un peu annoncé comme la recrue, piston qui peut jouer des 2 côtés, qui vient, parfaitement compléter l'effectif. Bon, après, il y a toujours cet emballement-là quand on fait une recrue. Mais lui, je trouve que particulièrement, déjà, il y avait pas de débat sur le fait qu'il allait prendre la place de Merlin, quoi, parce que Merlin avait des limites. Et puis même à droite, il y avait ça sonnait un peu trop comme une évidence parce qu'il était capitaine là-bas et cetera. Et je suis assez d'accord avec Samy, c'est flou, tu as pas de raison, Et quand même, Bah, là, tu es sur une saison où, bah, je vais repartir en boucle sur mon dernier argument, mais tu as Wai, Koné, Brassier, Dedic, les mecs, ils ont tous un point commun. Enfin, je veux dire, et après même Dedic, Meïté. Tu peux même mettre Meïté, même si c'est pas une recrue que tu as pas. Hamon, ouais. ouais, mais les gars, Dedic, j'ai du mal à le voir pareil que eux, parce que finalement, Dedic, c'est une recrue hivernale, donc ça correspond à un besoin que tu avais à ce moment-là. Parce que rappelez-vous, à ce moment-là, on avait Merlin qui ne nous satisfaisait pas. Garcia, on se disait même pas, il y a un monde où il est performant, et tu avais Lirola, donc c'est quand même un profil polyvalent que tu prends en prêt avec option d'achat, et donc pas forcément de garantie. Donc au final, c'est un move qui a pas Même été si rentable, mais qui permettait de sécuriser la zone quand même à cette époque-là, même si, le profil n'est pas le plus adéquat parce que t'attendais à ce qu'il si tu t'attendais à ce qu'il soit performant maintenant alors que c'est un jeune, bah, ils se sont complètement, trompés sur le profil. À mon avis, c'est plus, une prise de risque qu'autre chose. Mais dans ce cas-là, la prise de risque, pourquoi tu ne l'assumes pas jusqu'au bout et pourquoi tu ne le conserves pas? Bah, parce que tu le repasses dans un système qui ne convient pas ouais, pour moi, à ce joueur-là et à l'époque où tu le recrutes, tu pensais pas que tu allais repasser en 4 à 4. tu repasses à 4, c'est ça le truc. Alors pour moi, ça soulève un autre problème, parce que normalement, il y a une communication entre eux, et en janvier, ils sont capables quand même de se dire, et deux arbitres devaient être capables de dire à ses dirigeants, moi dans 6 mois, je reprends la saison à 4. Ouais, Mmh. et je pense qu'ils s'en cachaient pas d'ailleurs. Non, non, mais En c'est sûr plus, que c'est un peu obscur comme tu dis, hein. Samy, tu voulais rajouter quelque chose? non, je pense que j'ai assez parlé. Iliane, c'est bon? C'est bon, j'ai fait les stocks. Bah, les gars, il est déjà, 2 heures. Je pense qu'on va pouvoir aller, tous, bien se reposer. Demain, c'est férié. Voilà, reposez-vous tous, l'épisode va sortir donc le jour férié. Donc ça vous laisse le temps d'aller voir d'autres vidéos de Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM amplement. Bah, écoutez, on a d'autres médias, c'est, TikTok, c'est Twitter, c'est Instagram et sur YouTube, je t'invite évidemment à liker, ce 13e épisode de Dans la Zone, votre podcast, hebdomadaire sur l'Olympique de Marseille. On va essayer d'en faire en présentiel dans les prochaines semaines, si possible. Moi, je vous dis, bah, à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était un plaisir, Samy, Liliane, comme d'habitude. J'ai kiffé, vous parler de l'OM pendant Bon retour de vacances. c'est ouais, franchement, c'est toujours sympa. Donc, bah, à la semaine prochaine et allez l'OM. Allez, ouais.